Donc bonjour à tous. Alors je viens de l'Université de Bretagne occidentale. Il y a plusieurs universités en Bretagne. Donc bonjour à tous. Alors, je voudrais tout d'abord remercier le CNESCO et les responsables de cette conférence de m'avoir invité. Donc on m'a demandé de faire un état de la littérature sur la question de la circulation des savoirs entre les différentes sphères d'expérience. Alors, pour ma part, ça va être les différentes sphères d'expérience des adolescents, sachant que Julien, qui va suivre, est lui plus spécialiste de l'enfance. Donc, nos deux interventions vont se compléter. Donc, c'est ce que je vais vous présenter. Je vais tout d'abord présenter les liens entre savoir adolescent et culture cultivée, parce que je n'ai pas dit que ma présentation se situait en sociologie, et cette question de la culture cultivée, c'est une question majeure pour les sociologues. Nous aborderons ensuite les savoirs des adolescents spécifiquement liés aux cultures juvéniles, notamment dans la sphère des pairs et dans la sphère médiatique. Et nous verrons ensuite comment ces savoirs sont reconnus, valorisés ou pas à l'école. Et enfin, je vais évoquer des pistes pour faciliter la circulation des savoirs. Donc, je vous ai dit que ma présentation était un état de la littérature. Comme chaque puce quasiment correspond à un auteur différent, pour ne pas alourdir le propos, je n'ai pas mis les auteurs. À part une citation, il n'y a pas les auteurs, mais bien sûr, je vous invite à vous renvoyer à la note qui sera publiée sur le site du CNESCO, avec qui il y a une très longue bibliographie où il y aura tous les auteurs que je vais citer. Voilà. Donc, dès 1988, Geoffroy Dumasdier posait la question « Qu'apprennent les jeunes dans leur temps de loisir, si mal préparés soient-ils à cette auto-formation par rapport à ce qu'ils apprennent dans le temps du travail scolaire ?» Cette question, elle est peut-être encore plus d'actualité aujourd'hui, d'abord parce que les jeunes ont acquis une plus grande autonomie, ce qui accroît les opportunités d'apprentissage. Et cela d'autant plus que la généralisation de l'accès à Internet offre à chaque adolescent un accès direct et, on peut dire, incommensurable au savoir. C'est aussi une question d'actualité en raison de l'évolution de la culture scolaire. Donc, Isabelle en a parlé, peut-être un peu différemment de ce que je vais faire, mais le fond se ressemble, c'est-à-dire la culture classique est moins centrale, au profit d'une culture scientifique et technique, au profit des langues vivantes, mais aussi au profit de compétences nouvelles comme le traitement de l'information, la résolution de problèmes, la capacité à faire des choix. Avant de parler des savoirs, j'ai choisi une définition donc, qui est celle de Christian Jacob, qui est directeur d'études à l'EHESS. Et cette définition des savoirs que je reprends, elle va à la fois couvrir les compétences qui font aussi l'objet du titre de cette conférence. Donc, pour Christian Jacob, les savoirs, c'est l'ensemble des procédures mentales, discursives, techniques et sociales par lesquelles une société, les groupes et les individus qui la composent, donnent sens au monde qui les entoure et se donnent les moyens d'agir sur lui ou d'interagir avec lui. Il n'est pas de savoir qui ne soit reconnu comme efficace, pertinent et investi d'une autorité particulière parmi les membres d'un groupe ou d'une société donnée. La question après est savoir quel groupe. Différentes formes de savoir, différentes conceptions de l'efficacité peuvent entrer en concurrence ou en conflit dans une même société. Certaines sont légitimes, traditionnelles et dominantes. On a parlé tout à l'heure de formes scolaires, et donc les savoirs scolaires vont faire partie de cette catégorie. D'autres sont hérétiques, novatrices ou déviantes. Elles peuvent être exclusives les unes des autres ou compatibles et complémentaires. Et donc, un des objets de cette présentation, c'est aussi de montrer qu'il y a des complémentarités et des compatibilités entre les savoirs juvéniles et les savoirs scolaires. Donc, quel lien entre savoir adolescent et culture cultivée ? Donc,
depuis très longtemps, mais c'est peut-être encore plus vrai ces dernières décennies, se développe l'idée d'un appauvrissement culturel des jeunes qui serait en lien avec une crise des transmissions culturelles, familiales et scolaires, et surtout en raison d'une influence délétère des médias. Ce que montre la recherche est en réalité beaucoup plus complexe. Certes, il y a des dynamiques qui ont éloigné les adolescents de la culture dite cultivée ou culture légitime, le développement d'une offre culturelle qui leur est spécifiquement dédiée, et ça va passer par la généralisation de pratiques et de consommation liées aux industries culturelles. Mais d'autres dynamiques ont rapproché les jeunes de la culture cultivée. Déjà, il y a la diffusion de l'éducation artistique et culturelle qui est liée à la massification scolaire. Il y a aussi les politiques de démocratisation culturelle qui cherchent à rapprocher tous les publics de la culture cultivée et les jeunes en particulier. Et il y a même de nouvelles formes de culture cultivée qui sont issues des cultures juvéniles. Et donc un certain nombre de sociologues ont travaillé par exemple sur la question de l'encadrement institutionnel du hip-hop. Néanmoins, la question de la culture cultivée reste un enjeu majeur. En effet, la culture scolaire, qui est présentée comme légitime, est proche de la culture des classes dominantes, ce qui est à l'origine d'inégalités de réussite scolaire, ce que l'on sait bien depuis les travaux des années 1960 de Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron. Et même si la proximité entre culture cultivée et culture scolaire est un peu moins évidente aujourd'hui qu'elle ne l'était à l'époque de leurs premiers travaux, la question d'une reproduction sociale qui passe par la culture, donc de nature culturelle, assurée par l'école, se pose toujours avec acuité. Et pour cette raison, il existe de nombreux travaux sociologiques, empiriques, qui cherchent à évaluer les effets de ce qu'on appelle le capital culturel, de cette proximité avec la culture cultivée, les effets de cette proximité avec la culture cultivée sur la réussite scolaire. Globalement, ils constatent une rentabilité scolaire des pratiques de loisirs les plus légitimes, ce qui favorise la réussite des enfants les plus favorisés socialement, qui pratiquent davantage ces activités culturelles. Ça favorise également les enfants qui vivent en ville, ça favorise également les filles. Mais ce que ces travaux ont aussi mis en évidence, c'est que ce n'est pas tant la fréquentation des œuvres qui est importante que le développement de compétences qui est associé à la fréquentation des œuvres, à certaines pratiques dites légitimes. Donc des compétences cognitives, langagières, comportementales, qui vont favoriser ensuite la réponse aux attentes scolaires. Donc on peut parler d'un rapport distancié réflexif au langage, mais aussi du goût de l'effort qui est développé par certaines pratiques, de la capacité à gérer l'urgence. Voilà ce que vont permettre ces activités. Pour autant, si ces pratiques culturelles favorisent la réussite, elles n'impliquent ni goût de l'école, ni adhésion à ces normes. Le fait d'être plus en réussite ne veut pas dire que pour autant on adhère davantage aux propositions scolaires. Donc nous allons parler maintenant des liens entre savoir adolescent et culture juvénile. En commençant en disant comment se construit hors du cadre scolaire des savoirs qui répondent aux attentes, et en commençant par la question de la pratique sportive. Donc la pratique sportive, elle permet de développer de nombreuses compétences qui sont valorisables scolairement, rapport au temps, rapport à l'espace, intégration de normes sociales et acceptation de l'autorité, respect et gestion de son corps, disposition à la compétition, et il y en aurait bien d'autres. Donc tout ça a été mis en évidence par des travaux de recherche. Les familles les plus favorisées savent tirer profit dans le cadre de leur stratégie éducative de ces compétences qu'on peut acquérir dans le sport, et cela se traduit dans le choix des activités. Donc ce choix, il est lié au profit attendu. Donc
On a constaté, par exemple, que les familles allaient souvent privilégier la danse pour les filles ou le tennis pour les garçons. Donc l'idée de l'effort, de donner le meilleur de soi-même, etc., va être commun aux deux. Mais par contre, du côté des filles, on va ajouter la question de la posture, du maintien, importante pour ce qu'on attend d'elles dans la société, quand du côté des garçons, c'est l'esprit de compétition et les dispositions à la compétition qui vont davantage être recherchées, ce qui leur sera très utile ensuite pour réussir scolairement, la compétition scolaire n'étant pas la moins féroce. Les adolescents construisent aussi par leurs usages numériques, dont on a pas mal parlé depuis tout à l'heure, des savoirs qui répondent aux attentes scolaires. Ils ont des usages documentaires, des activités de création sur Internet. Et puis, il y a aussi le développement de modalités d'apprentissage sur ces outils numériques qui peuvent répondre aux attentes scolaires. Donc, les apprentissages collaboratifs, quand la coopération est mise de plus en plus en avant dans le discours scolaire. Et puis des apprentissages autodidactiques, on en a parlé tout à l'heure, cette idée d'auto-apprentissage, elle est très importante en termes numériques. Toutefois, si la plupart des adolescents s'informent et créent sur Internet, leurs démarches sont de qualité très diverses, tout comme les contenus auxquels ils accèdent. Et par ailleurs, la valorisation scolaire est loin d'être assurée. Par exemple, dans une recherche récente, on a montré que les élèves qui, à la fois, lisent des livres, mais s'informent aussi beaucoup sur Internet, et en lisant, y compris des contenus très proches de la culture scolaire, comme les sciences ou l'histoire, ces élèves, qui ont des sources d'informations très diverses, obtiennent en moyenne, et y compris toutes choses égales par ailleurs, de moins bons résultats que les élèves qui limitent leur lecture aux livres et en particulier aux romans, ceux qui sont les plus mis en valeur par l'école. Donc, c'est donc les pratiques de lecture les plus traditionnelles qui sont les plus rentables scolairement. Et donc, la pérennité de la forme scolaire dont on parlait tout à l'heure n'y est pas pour rien. Et c'est aussi parce que ces lectures plus traditionnelles, ce fait de se limiter à des lectures plus traditionnelles, c'est aussi le fait d'adolescents plus conformes qui cherchent à répondre au plus près aux prescriptions scolaires. Et le fait d'aller s'informer, entre guillemets, tous azimuts sur des sujets qui nous intéressent sur Internet, aujourd'hui, ça ne fait pas partie des attentes, en tout cas, formulées par l'école. Ça peut faire partie des attentes des enseignants, parce que l'idée de la curiosité intellectuelle, oui, elle est dans l'imaginaire de tous les enseignants, mais pour autant, ça ne va pas nécessairement être formulé aux élèves. Et donc, les élèves qui cherchent à répondre au mieux aux attentes scolaires vont davantage privilégier des lectures très traditionnelles. Donc maintenant, on va voir les liens entre école et culture juvénile. Donc, depuis la loi d'orientation de 1989 en particulier, l'enfant et l'adolescent qu'elle élève est reconnu comme tel au sein de l'institution scolaire. Cela a favorisé l'entrée d'une culture juvénile dans l'école, hors la classe, mais aussi dans la classe. Et là aussi, on en a un peu parlé déjà, afin de rendre plus attractives les activités pour que les élèves leur donnent du sens. Donc l'institution fait évoluer ses programmes, oriente les pratiques pour faire de la place à des cultures juvéniles qui autrefois étaient jugées illégitimes. C'est le cas, par exemple, en classe de français, avec l'entrée de la bande dessinée ou de genres romanesques tels le polar, la fantaisie, le roman sentimental. C'est aussi le cas pour des écrits tirés d'Internet. En musique, des travaux, et notamment ceux de Florence Eloi, je cite un auteur, montrent comment les enseignants s'appuient sur la culture des élèves. Et elle montre qu'il y a une double logique dans cette façon de s'appuyer sur cette culture juvénile. Une première logique qu'elle appelle d'esthétisation du populaire, en référence aux travaux de Passeron dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire s'appuyer sur la culture musicale des élèves
pour leur faire adopter un rapport réflexif à la musique. Donc, d'un côté, esthétisation du populaire, et de l'autre, popularisation du savant, c'est-à-dire s'appuyer sur des modalités d'appropriation de la musique dans les pratiques d'écoute quotidienne pour aborder la musique dite savante. J'ai parlé tout à l'heure des activités numériques des adolescents. Elles aussi, elles ont fait leur entrée à l'école. On peut par exemple parler des jeux sérieux qui s'appuient sur les ressorts ludiques du jeu vidéo pour favoriser l'appropriation des savoirs scolaires. Mais les travaux insistent sur le caractère très incertain de la transférabilité des connaissances. Et s'il existe un potentiel des jeux vidéo en classe, les mettre à profit dans le cadre scolaire est très exigeant en termes d'ingénierie pédagogique, et ce qui explique aussi que les effets ne sont pas toujours ceux escomptés. On pourrait aussi parler de l'explosion des pratiques adolescentes d'écriture numérique, ces pratiques numériques se développent énormément sur Internet, et c'est aussi à l'origine de compétences nouvelles. Pour autant, tout ça ne remet pas en cause ce qu'on pourrait appeler le primat de la culture cultivée. Si on reprend l'exemple de la littérature tout à l'heure, seuls certains auteurs dits de mauvais genre sont reconnus par l'institution, et la vraie littérature reste toujours celle qui est la plus valorisée. Par ailleurs, les pratiques littéraires de lecture restent la norme à l'école. On a toujours les mêmes exercices, ou peu ou prou, au lycée, et c'est le même type d'exercice qui sera évalué, comme la dissertation, le commentaire, etc. Et tout ça, ça reste des pratiques littéraires, alors que les pratiques qu'on pourrait qualifier d'instructives, quand je parlais tout à l'heure de la lecture sur Internet, sur des objets d'intérêt, celle-ci est toujours nettement moins valorisée. Je parlais aussi de la reconnaissance des goûts musicaux des élèves, mais elle est très limitée. Et cette reconnaissance, et donc on va retenir dans les goûts musicaux des élèves certaines œuvres, certains artistes qui méritent d'entrer en classe, quand d'autres seront mis de côté comme n'étant pas véritablement suffisamment intéressants pour correspondre aux attentes scolaires. Par ailleurs, l'étude en classe, et ça c'est vrai, quel que soit ce qu'on prend comme exemple, et ça rejoint ce que disait Isabelle, l'étude en classe d'œuvres issues de la culture juvénile, ça peut mettre en difficulté des élèves qui sont moins proches de la culture scolaire, parce que il y a un travail à effectuer d'élaboration de l'expérience qui leur est proche, qu'ils connaissent, en savoir, passer du vécu et du ressenti individuel à la construction des généralités qui, elles, répondent aux attendus scolaires. C'est un travail qui est complexe. Et donc, s'appuyer sur les goûts et les pratiques musicales, par exemple, ordinaires, risque de mettre au premier plan, et on revient toujours à la même chose, la distraction et l'épanouissement personnel au détriment des enjeux cognitifs de l'éducation musicale qui sont les réelles attentes de l'enseignant. Et donc je vais terminer rapidement sur mes 3 minutes en disant comment est-ce qu'on peut valoriser à l'école les savoirs des adolescents, en insistant beaucoup sur la question de l'autonomie, ou plutôt du processus d'autonomisation qui est nécessaire pour transformer des expériences et des informations en savoir scolairement valorisable, scolairement valorisé. Et c'est d'autant plus important de s'intéresser à cette question de l'autonomisation que c'est une source majeure et encore assez ignorée d'inégalités. En effet, cette autonomisation, elle est travaillée en famille, et ce qui n'est pas pris en charge par l'école va être travaillé de façon très différenciée selon les milieux familiaux. Et donc, c'est vraiment la question de l'accompagnement des adolescents dans leur démarche de savoir qui est l'enjeu.
comment faire en sorte qu'eux-mêmes acquièrent les compétences et l'autonomie pour transformer ce à quoi ils ont accès au quotidien en savoir scolaire. J'avais peut-être oublié une diapositive. Donc, tout ça pour que on ne soit pas dans des compétences ignorées. Je n'ai pas dit aussi que la culture juvénile, je l'ai un peu évoqué au début, elle est porteuse de valeurs que l'école porte beaucoup dans ses discours. La coopération, le partage, l'entraide, la solidarité. C'est des valeurs qui vont être très présentes dans les cultures juvéniles. Et si l'école les reprend dans ses discours, au final, le fonctionnement scolaire tend aujourd'hui davantage à promouvoir l'individualisme, la compétition. Dans des expérimentations qu'on a fait récemment avec des collègues économistes, on se rend compte que la préférence pour l'individualisme, la préférence pour la compétition, elle est davantage liée à la réussite scolaire que la préférence pour la coopération. Et donc ça, c'est quand même une difficulté pour l'école, quand on sait ce que sont les discours scolaires. Et donc, pour terminer. Voilà, je vais pas le reprendre en entier, mais là aussi, il sera disponible sur Internet. Et cette question de l'autonomisation dont je parlais, pour pouvoir travailler l'autonomisation, il faut d'abord commencer par la décomposer, parce qu'on ne peut pas travailler l'autonomisation de façon générale. Et donc, pour aborder cette question, on s'était appuyé sur le travail de Brigitte Albero, qui, elle, avait travaillé en formation d'adultes et en formation à distance. Donc, ce n'était pas complètement adapté, mais on a ajouté des domaines d'application. L'idée, c'est de repérer, elle en avait repéré 7, nous, pour la scolarité, on va en repérer 9 domaines qui peuvent être travaillés. Et par exemple, si je prends le premier domaine, corporel-moteur, réguler son activité physique, temps de sommeil par exemple. Oui, on a parlé beaucoup des usages numériques, ça va être très lié pour certains enfants à une réduction du temps de sommeil, mais c'est un apprentissage de connaître ses limites, de savoir quand est-ce qu'on est fatigué, de réguler son activité, etc. Si j'en prends un autre qui me semble intéressant, parce que souvent oublié à l'école, la dimension psycho-affective, qui est souvent très oubliée, alors que les psychologues ont bien montré que les émotions, elles étaient aussi importantes dans les apprentissages. Et donc, ça s'apprend de réguler ses émotions. Et voilà, et c'est fini. Et je vous remercie.